Allez, on se retrouve avec Philippe pour cette émission Je sais tes matchs, un peu spéciale en début d'année, dans une ambiance un peu particulière dans le milieu du sport. Et alors, je dirais, Philippe, avec toi, j'ai un peu du mal par où on va commencer, parce qu'il y a tellement de facettes chez Philippe Ribière et tellement de sujets à aborder avec toi. Il y a le sport, l'écriture, la photographie, la chanson, le sport de haut niveau, des tas de facettes à aborder, la vie, clairement le handicap, l'histoire. Par où on commence en fait, Philippe? Non, je pense que j'ai pris le temps dans ma vie de savoir ce que je voulais faire, et surtout de savoir qui je pouvais être, qui je suis, pour pouvoir accorder mon costume visuel avec mon cerveau. Costume visuel, d'ailleurs, tu disais spécialité escalade, d'accord, la grimpe. Et tu disais que ça aussi, on parle de visuel, tenue vestimentaire, ça a été un des éléments qui t'a permis aussi d'accepter une partie de toi, une partie de ton corps. Parce qu'à un moment donné, tu as été obligé de te mettre à nu et il a fallu en passer par là, quoi. C'est vrai que dans mon livre, j'écris un peu beaucoup mon histoire intimiste. Et c'est vrai que mes parents n'ont jamais pris le temps d'aborder ces aspects un petit peu sur la confiance, sur féliciter son enfant dans le sport, dans l'école, etc. Et c'est vrai que pour le coup, même moi, je sais pas trop où je me situe et c'est un peu troublant. Et c'est vrai que je pouvais pas accéder aux hommes et aux femmes, aux hommes avec un grand H pour la pluralité, à force d'être trouver un coupable pour mon handicap, trouver un coupable sur ce mal-être, à tort ou à raison, hein. Il n'y a jamais question philosophique. Il n'y a que moi qui peux répondre à la question, quoi. Et j'ai la chance d'avoir été adopté assez jeune, pour le coup, 4 ans, c'est déjà pas mal, et déjà avoir une espèce de conscience, et que du coup, je sais que j'ai voulu prendre ma liberté à l'âge de 18 ans, assez utopiquement et un peu bisounours, hein, croyant que je pouvais vivre de l'eau et d'amour et d'eau fraîche, et c'est un peu ce qui s'est passé, et aujourd'hui, j'ai pas le regret d'avoir confronté mes faiblesses pour pouvoir accéder à vous. Ouais. Et être peut-être un peu plus en paix maintenant. Ouais. Alors Philippe, nous on te connaît, moi je te connais pas mal à travers le sport notamment, mais on disait qu'il y a d'autres facettes. On va aborder un peu tout cela aujourd'hui. Je dirais, franchement, tu les as cumulés quoi, dans la vie, quoi. On va dire que ça a mal démarré pour toi, né sous X, dans une contrée retirée de la France, arraché de ses racines de bonheur. À 4 ans, tu arrives en France, pas loin d'ici, hein, dans le Gard. Est-ce qu'il y a des souvenirs de ça un tout petit peu ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose de lointain pour toi? Les seuls flashs que je pourrais avoir, ce sont, on va dire, les flashs à l'hôpital, hein, en Martinique, les premières opérations, où des fois j'ai la surprise sensation agréable et un peu nauséabonde de sentir encore les bandages au niveau de mes mains, où ces entrées un peu, même surtout forcées dans les blocs opératoires avec le masque noir, je le décris bien dans le livre aussi. Après l'enfance, jusqu'à les 4 ans, non. Peut-être que je dois avoir dans le subconscient encore des trucs, mais j'ai pas des images. Par contre, je me souviens très bien de mon arrivée en métropole. Pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que je pense que c'est là où tu as puisé cette essence, hein, on va faire le lien entre le début de ta vie et le sport de haut niveau, parce que on parle de sport de haut niveau, on ne parle pas de sport d'escalade basique. Moi, j'ai une question qui m'a turlupiné quand j'ai un peu travaillé le sujet. Tu as démarré par un sport qui est le vélo, avec une anecdote d'un éducateur qui était certainement Non, même très... pas un éducateur, un moniteur. Un moniteur qui a eu là aussi une réflexion peut-être difficile pour un enfant de cet âge-là, mais qui a dû après te travailler tout au long de ta vie. Pourquoi le vélo en fait? Moi, ça m'a. Pourquoi tu as déboulé dans un club de vélo un jour, quoi? Je suis aussi paradoxal que le monde et que les êtres humains.
Euh, à noter que le vélo, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais pas les mains assez fortes et assez grandes, toujours pas très grandes, pour attraper les freins et freiner. Et c'est vrai que nos parents, a raison pour le coup, parce que je peux pas dire que des choses négatives sur mes parents non plus, nous ont poussés à pratiquer une activité sportive d'une manière générale. Et c'est vrai qu'on allait dans des colonies de vacances. Et le moniteur de l'époque m'a dit, quand je devais avoir 17 ans, il m'a dit, il y a un peu trop d'énergie là-dessous, hein. Il va falloir un peu la sortir et peut-être qu'après après l'école, pratique une activité. Et le vélo, ça m'a paru hyper naturel de continuer Ouais, c'était la là-dedans. continuité Voilà. Hmm. Et par contre, ça a été la douche froide. Euh, c'est pas en soi la personne qui m'a dit je ne veux pas de toi je ne veux pas d'handicapé dans mon club de vélo qui a été choquant. C'est un petit peu bizarrement ce qui pourrait être la situation aujourd'hui, c'est ah merde, en fait je viens de savoir vraiment que je suis handicapé, même si je le savais déjà. Donc on m'a défini comme ça. Et effectivement, en plus dans l'adolescence, le rapport avec la nénette, la femme, le rapport avec la mère biologique, la mère adoptive, etc. Et tout est confus. Qui je suis? Suis-je Philippe? Est-ce qu'on m'aime parce que je suis juste rigolo? Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui a basculé. Eh ben Est-ce qu'à écoute, ce moment-là, tu t'es dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Je les cumule depuis que je suis né sous X, handicapé, famille d'accueil. Non, c'est pas possible. Je pars dans un combat et je vais vers quelque chose. hmm, Où est-ce que tu es allé, on va dire, à l'inverse, tu t'es refermé sur toi et tu t'es dit, non, je vais y arriver, je vais prouver que je peux arriver à réussir dans le sport et à faire passer un message là-dedans. en CP, je venais juste d'arriver, ça faisait 2 ans que j'étais en France, donc j'ai 6 ans, on vient de refaire quelques opérations pour un peu refixer ce qu'avaient fait les médecins en Martinique. La maîtresse, à un moment donné, elle nous dit, les enfants, on découpe un dessin au papier, et moi j'avais encore mes bandages un petit peu, mais vraiment légers, hein. Mais 6 ans, tac, et elle se propose de le couper. Moi, j'ai vu l'aubaine, hein, forcément, encore déjà malin. Et en fait, quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a un peu sermonné. Je ne sais pas si c'était un sermon ou plutôt un conseil, je ne sais pas. Mais elle m'a dit, on ne profite pas de son handicap pour avoir les choses. Et il est possible qu'à partir de cette phrase-là, et comme d'autres petites phrases, c'est pour ça que le terme combat, revanche, abnégation, résilience, c'est des mots qui sonnent, mais Ouais, je n'en veux pas à me à te projeter calmer dedans, sur quoi. moi, Ouais, parce que mon objectif, d'après ma marraine, qui m'a pris le 24 décembre 1977 à l'orphelinat en me regardant, elle m'a dit t'es pas si débile et je vais te donner une étoile pour te protéger toute ta vie. Peut-être que ça peut venir de là. Je ne suis ni croyant, ni j'ai pas de grille, etc. Mais des fois, il y a des phrases qui peuvent tenir dans ta tête. Donc non, je pense plutôt que j'ai mené ma vie comme j'avais envie de la mener. épisode vidéo terminé, tu déboules dans un club d'escalade, en fait, ni plus ni moins, dans le Gard, hein, c'est ça? Alors, je vais dans un club, je me rappelle encore du nom, ça s'appelait Vivre en Vonage. Alors là, catégoriquement, je déteste l'escalade. Je n'aime pas l'escalade. Pourtant, j'y vais, hein. Il m'a dit welcome. Mais effectivement, il m'a demandé si j'avais besoin d'adaptation particulière. Il a bien vu que Hein. sa question était un peu déplacée par rapport à mon comportement. Et en même temps, j'ai dit, eh ben, ça se vaut, hein. À 17 ans, je suis quand même, j'ai pris le temps de regarder un peu comment on me parlait et comment les gens se parlaient entre eux. Et c'est juste au bout d'un an que j'ai le coup de foudre. On va expliquer pour les gens, quand même, le handicap, hein. 20% de moins, hein, c'est ça, de force au niveau des bras. Ouais, Là aussi, on est dans le paradoxe total, quoi. C'est-à-dire que tu vas sur un sport où, globalement, il faut des bras pour grimper, quoi. Des bras, des jambes, mais donc là aussi, de nouveau, Philippe, dans le paradoxe, et va vers quelque chose qui est forcément pas possible, quoi. Et qui, en plus, alors, j'ai pas assez de maîtrise au niveau de l'handi escalade, mais c'est quelque chose qui existait très peu. Je crois que j'aime bien sortir de ma zone de confort. Ce qui m'intéresse, c'est
je suis pas non plus masochiste, hein, quoique. Je trouve que de sortir de sa zone de confort, c'est ce qui nous propose l'escalade. Quand des fois on est face à un risque où on se dit Ouah, je vais tomber, je vais me faire mal, il y a deux options. Et il reste une demi-seconde. Soit je fais le move et je le réussis, soit je fais pas le move et en pensant persuadé, je suis persuadé Ouais. que je ne le ferai pas, eh ben, je serai par terre. Donc, au départ, je ne savais pas que j'avais que 20-30% de force dans mes avant-bras. Je savais que j'avais les mains déformées, que mes avant-bras étaient courts, mais un aspect technique, on va dire dans les sports généraux, je pense que c'est pour ça que je voulais faire du vélo. euh, euh, je voulais faire du judo, je voulais faire du karaté, je voulais faire du foot, je voulais faire tous ces trucs où j'étais, je pense, à un très bon niveau par rapport aux enfants de mon âge. Et c'est pour ça que le terme de vouloir se battre pour prouver les choses, ça m'a jamais paru normal. Ceci étant, c'est vrai que quand je commençais à faire de l'escalade et à me tenir un peu plus droit, et c'est ça qui m'a permis de me tenir un peu plus droit. Au début, j'étais courbé, j'étais tout le temps dans mes épaules, je regardais tout le temps par terre, je cachais mes bras, j'étais agressif. Et au fur et à mesure, l'escalade m'a proposé cette alternative de me calmer et que je ne peux pas en vouloir toujours à la terre entière pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et à force de me considérer comme un handicapé, j'étais un handicapé. Puis surtout, tu peux pas en vouloir à la falaise qui est en face de toi parce que celle-là, elle va pas bouger. Exactement. Comme les marins, on ne peut pas dire ah, c'est la faute de la vague. Non, c'est pas forcément de la vague. C'est toi qui n'as pas pris la bonne trajectoire. Au même titre qu'en escalade, j'avais pas vu qu'en mettant ce pied-là, il allait peut-être casser. Ou que peut-être dans l'excitation, je l'ai mal mis. Et que dans l'excitation, je vais zipper du pied. Et tout ça, tu t'en rappelles pas. Et tu tombes. Donc l'escalade, je sais pas, pour aujourd'hui, je pourrais dire, après 26 ans de pratique, c'est comme manger, boire, respirer, quoi. Ouais, mais sauf qu'il y a quand même une période de ta vie qui ont été gérées escalade associée à compétition. C'est-à-dire que il y a eu deux phases. Il y a eu cette phase où tu démarres l'escalade et qu'après compétition, puisqu'il y a quand même une médaille de bronze au championnat du monde, on dit. Et après, tu as une deuxième phase de sportif où là, tu es plus sur quelque chose de fun, où tu vas chercher autre chose avec des défis un peu particuliers. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc il y a vraiment deux phases dans ta carrière sportive. Sur la première, donc tu démarres l'escalade et tu es quand même tu parles de, c'est pas un combat, mais il y a quand même la compétition. Il y a la recherche de la victoire, il y a la recherche de la gagne, avec des médailles au bout. Je faisais des petites compétitions régionales départementales là, en Languedoc-Roussillon. Je terminais toujours le dernier, hein, forcément. J'avais une fierté et en même temps une frustration de me dire, tu sais, je peux pas m'exprimer dans mon escalade parce que tu es tendu et tu fais pas les mouvements parce que, et je le saurai plus tard, parce que j'ai tellement envie de faire voir que je sais faire, qu'au final, je fais rien. Et je grimpe comme un naze. Là, c'est encore une histoire d'ego. J'ai voulu dire au monde de l'escalade, coucou, comment ça se fait-il qu'il n'y ait pas de grimpeurs handicapés sur les falaises? Et donc, déjà dans le milieu, on me connaissait un petit peu. J'ai enclenché un truc. Le jour où je me suis fait mal, où j'ai pris 10 mètres de chute et j'ai atterri la tête sur le rocher, un peu comme dans les films, hein, les jambes qui giclent, jambes pétées à moitié, là. Et chez moi, à Nîmes, je me dis, waouh, t'es un handicapé qui aurait pu devenir encore plus handicapé en fait. Et puisque tu penses connaître le thème du handicap, au final, tu sais rien du tout, quoi. Donc, j'ai anticipé mon idée de créer une association qui s'appelle l'Association Handigrimp pour créer des événements et inciter les personnes handicapées à connaître cette activité extrême, sans savoir que il y aurait un coup de pouce de notre ancien regretté Jacques Chirac, président alors de l'Union européenne, décrétant l'année 2003 2003. européenne pour les handicaps. Et là, tout s'est déroulé. Et c'est pendant ces 15 ans, bénévolement, pour les fédérations nationales et internationales de l'escalade, où j'ai
j'ai insufflé cette image et surtout, chaque année, tu as le bonheur de voir des aveugles, des gens qui sont amputés avec des histoires plus ou moins terribles et tu te dis, ça, j'ai quand même de la chance. Ouais, et puis tu prends une autre casquette, tu découvres ambassadeur hein, de tout ça, et puis tu crées cet événement aussi annuel, hein, où tu as une idée, moi, que je trouve assez géniale. Tu fais venir des grimpeurs de classe internationale, puis tu leur dis, les gars, vous allez grimper avec nous, mais vous allez grimper avec un handicap. Pour être entendu, il me fallait des parrains. Et à l'époque, ce parrain, c'était le leader de la Coupe du Monde, Jérôme Meyer, qui aujourd'hui fait partie de la Fédération internationale, l'IFCC. Et grâce à lui aussi que l'escalade deviendra Jeux olympiques en 2021. C'est vrai que j'avais à l'honneur entre guillemets, de faire quelque chose pour les handicapés par un handicapé. Ça me tenait à cœur. Première chose aussi, c'était aussi la plus importante, c'était de prouver à mes parents adoptifs que j'étais pas un Asbrock, que je savais faire quelque chose de mes-mêmes, parce qu'en fait, ils voulaient que je sois comptable. Moi, je voulais pas être comptable. Et je voulais pas qu'on me donne des ordres. Ils sont pas venus, ça a été la déception de ma vie, non seulement d'avoir une éducation de naze, mais en plus, tu viens pas voir mon travail pour te prouver que l'escalade peut être un métier. Pour lui, c'était pas un métier, l'escalade. Moi, j'y croyais dur comme fer que l'escalade, déjà, ça sera mon moyen de vivre. Pas forcément financier, mais mon moyen de vivre. D'exister, de vivre. Exactement. Donc, on a vu, hein, Andy Grimp, donc là, cette association qui permet de faire décoller, on va dire, l'escalade au niveau handi, et puis l'apothéose sportive avec cette médaille de bronze au championnat du monde, qui est un peu, on va dire, ton bébé. Hein. C'est un peu tout le fruit de ce travail, c'est l'organisation de championnat du monde, l'organisation de championnat d'Europe, là, l'apothéose avec cette médaille. Quoi. Juste pour une rectification, je faisais des démonstrations au championnat d'Europe et championnat du monde pour justement insuffler et proposer. Alors l'idée, c'était plutôt de la Fédé internationale qui m'avait demandé de faire quelque chose. Moi, j'ai dit, c'est marrant que je fasse un truc gratuitement. Mais bon, je l'ai fait. 15 ans, comme je t'ai dit, pour connaître un petit peu le thème du handicap. La médaille de bronze à Arcos, c'est quand même assez mythique. Mes premiers championnats du monde handi, ça y est. Surtout qu'on m'avait dit que ça n'existerait jamais. On m'a dit, attends, mes mecs, une catégorie handi, faut arrêter de croire en Dieu. Hein. Et ben moi, j'ai tenu, c'est un peu comme les questions d'avant, j'ai tenu tête, je suis un peu têtu, et j'y suis arrivé. Et c'était la seule et unique médaille de l'équipe de France cette année-là, complète, en sachant que les responsables de la Fédé nationale n'avaient pas voulu me mettre à disposition une salle d'escalade pour que je puisse m'entraîner. Donc forcément, je suis allé en Slovénie. Bon, comme un petit naze, comme un petit con, je suis allé les voir, que j'ai ma médaille, et j'ai fait « On a toujours besoin d'un plus petit handicapé que ce soit. » Là, ça ne les a pas fait rire, forcément. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, sans trop me tromper, je pense que je suis un des Français, les grimpeurs français les plus médiatisés en termes de grand public, en plus handicapés. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et la Fédé nationale et internationale ne fait pas ça. Son job de la promotion des grimpeurs handi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les grimpeurs handi, eh ben, ils reviennent un petit peu à la case départ. C'est-à-dire au zéro. Est-ce que finalement, pour vous, c'était plus compliqué, donc vous avez été obligé de pousser les murs pour exister, et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous avez fait un boulot, on va dire, un peu exceptionnel, et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu facile, peut-être un peu plus facile pour les grimpeurs handicapés, puisque vous avez déblayé un tout petit peu le terrain, et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas tombé dans une sorte de confort où on se bouge moins? Alors, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai pensé au début, à la recherche des sponsors, je savais pragmatiquement que c'était toujours bien au niveau social, au niveau image, qu'une entreprise sponsorise un handicapé. Ça, je le savais. Et je leur disais, tu vas m'aider comme autant tu vas m'aider. Tu vas m'aider comme autant je vais t'aider. OK? Il y en a qui l'ont compris. Et c'est comme ça que des fois, on demande des parrains pour des associations et tout ça. À ne pas confondre après avec la réalité.
La réalité, j'espère ne pas encore une fois passer pour le râleur, mais il n'empêche que ce sont des faits. Euh, Socialement, nous sommes en 2020. Euh, Sans trop me tromper, il y a 2 3 ans, l'Union européenne, carton rouge à la France pour non-respect de ses engagements. Mhm. Accès au transport pour les personnes handicapées, accès au travail, les accès au restaurant. D'ailleurs, j'ai fait un tour d'Europe en 2009 pour expliquer tout ça, pour faire des conférences dans toutes les ambassades françaises et me rendre compte qu'en France, on est les champions de faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mhm. Mais on va pas tirer sur l'ambulance. On est un pays quand même on parle du handicap. On va pas dire que les personnes elles sont mises de côté totalement. Et pour essayer un peu compléter la question, moi je me suis dit que au lieu de pleurnicher dans mon coin et me dire, c'est un peu le discours que j'entends, hein, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais moi je voulais faire quelque chose de mes mains et me dire, bah, si ça n'a pas marché, j'aurais essayé et je pourrais pas dire, ouais, les personnes valides, elles s'occupent pas des personnes handicapées parce qu'elles s'en foutent et tout ça. Non, c'est aussi à toi de faire les choses et Mm. faut pas rejeter toujours la faute sur les Sur valides. l'autre, ouais. C'est aussi à nous, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, à force de croire que je suis handicapé, personne ne m'aime et tout ça, bah, je le serai. Et le jour où j'ai découvert grossièrement ce que c'était l'amour, le sexe, l'affection, aimer être aimé, bah, tout ça, ça m'a permis d'aujourd'hui de faire ce que j'ai fait aujourd'hui et en moins d'avoir la conscience tranquille. Et là, après, on va dire c'est l'apothéose sportive, et là, tu vas basculer peut-être vers autre chose, Dans ce que je sais faire. dans ce que tu sais faire. Et on est peut-être là, tu vas chercher d'autres défis. Alors, le défi déjà, ambassadeur, aller faire passer ce message, porter ce message à travers des films, à travers des reportages, beaucoup de films, beaucoup de plateaux télé. Mais quand même, l'escalade est toujours présente. Et avec des défis, et là aussi, il y a un summum au niveau des défis. Tu prends la direction de Majorque, c'était en 2018, et tu vas du côté du rocher mythique de Espontas, qui est un des spots d'escalade les plus dangereux et les plus redoutés au monde, Dur. dur. Et toi, de nouveau, tu te retrouves, comme l'a été finalement toute ta vie et toutes tes étapes de ta vie, tu te retrouves là encore face à ce défi. À un moment donné, tu arrives au sommet et tu arrives à, on va dire, faire tomber Espontas. Tu es la première personne, excuse-moi du terme, Ouais. il est là, handicapé, à gravir, on va dire, ce rocher mythique, là où beaucoup de valides se sont cassés les dents. Pour les grimpeurs, j'ai fait un hold-up, j'ai menti. Pour les néophytes, c'est extraordinaire. Je remets les choses dans l'ordre. J'ai grimpé sur le rocher d'Espontas, mais je n'ai pas fait la voie d'Espontas. Donc, tu as fait une La autre voie voie. Espontas, c'est du 9B. Tous les grimpeurs qui me connaissent savent très bien que je n'ai pas fait Espontas. Par contre, symboliquement, j'ai fait un 6B à 20 mètres de haut, sans corde, au-dessus de l'eau, une voie vierge. Et ça, c'est la classe. Donc, j'ai grimpé sur le rocher d'Espontas. Et pour moi, ce moment Espontas est très symbolique. Il y a beaucoup de symboles qui vont se déclencher à partir de 2010, notamment ce Wild One documentaire. Espontas, ça me tenait à cœur pour l'image. Finalement, Philippe, on pourrait proposer aux grimpeurs qui ont un peu critiqué, on va dire, le buzz, de remettre. 20 millions de vues quand même. Ouais, on peut repartir sur Andy Escalade. Tu peux leur proposer de faire la même chose avec, on va dire, des bras avec le même handicap et voir si vraiment ça peut être, on peut lancer le défi. Exactement. Ça peut être sympathique. Et peut-être que là, on arrivera à rétablir un peu le niveau de performance. Pour alimenter ta dernière phrase, j'ai rencontré Patrick Edlinger, qui est venu sur mon événement. Et Edlinger, je l'ai vu dans La vie au bout des doigts, dans les carnets de l'aventure, une émission sur France 2 à l'époque, en plein après-midi.
qu'il a mis mon handicap, donc les mains attachées, il a vite compris que c'était pas le même jeu, quoi. Ouais. Et si Patrick l'a compris, ça veut dire que tout le monde le comprenait, quoi. Et c'est pour ça que je l'ai pris sous mon aile, parce que c'était le pionnier de l'escalade, et il n'y avait que lui qui pouvait m'aider à faire ce genre de communication. Mais c'était pas calculé, c'était un cadeau, comme j'écris dans le livre, c'était un cadeau d'un sponsor qui, je pense, qui a voulu me mettre en connexion avec quelqu'un qui est humble et qui, j'espère, le devenir, même si je peux être râleur, mais moi, je fais les choses pour moi, hein. Je suis pas là pour, même si c'est l'image, je suis pas là pour dire, vous avez vu les gars, je sais faire l'escalade. C'est bon, les gens le savent. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, encore une fois, c'est de réveiller des gens qui sont chez eux en train de se plaindre et qui peuvent rien faire de leur vie, quoi. Est-ce que ça a été pour toi une nécessité d'écrire ce livre? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était, on va dire, un peu un sacerdoce qui avait besoin de ça, qui avait besoin d'écrire ce livre? En fait, il y a des questions récurrentes dans mes conférences et il me semblait nécessaire de poser ces mots pour encore une fois tourner cette page et ça m'a fait du bien. Par contre aussi, des fois, ça m'a fait l'effet inverse, me rappeler des choses que j'avais pas envie de me rappeler. Et par contre aussi aller dans le dur, hein, encore plus dur que dans le documentaire, c'est avoir des conversations avec le personnel médical en Mhm. Martinique, avec ma sœur adoptive, et plein de trucs. Et à la fin, accoucher d'un bébé un peu prématuré à cause du Covid, où j'ai pas pu faire une belle promotion, mais merci les réseaux sociaux qui ont joué un petit peu leur rôle. Ce livre, il est fait pour ma maman biologique qui, avec ses problèmes métaphysiques, euh, n'est pas encore capable de m'approcher. On s'est rencontrés 2 fois. En tant qu'enfant adopté, c'est un honneur quand même, de rencontrer au moins une fois sa mère biologique. Je l'ai rencontré 2 fois. C'est super violent et c'est super agréable de connecter le fantasme à la réalité de rencontrer sa mère. Et c'est à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que j'étais déjà bien plus cool, mais c'est clair qu'au niveau relations amoureuses, affectives, je suis vachement beaucoup plus Ça a détendu débloqué les parce que je choses. sais que, en fait, même si mes parents adoptifs m'ont aussi abandonné d'une certaine manière, ils sont jaloux de moi parce que j'ai réussi à faire ce que je veux et que j'ouvre un peu trop ma bouche. Euh, Aujourd'hui, je pourrais dire que je suis accompli grâce à ce livre, quoi. Et j'ai envie que des gens qui sont adoptés, qui ont un handicap, se dire que il n'y a pas de malchance. La vie, on en fait ce qu'on a, avec ce qu'on a. Si, encore une fois, tu passes ta vie à te dire que tu es handicapé, Mhm. ben, tu resteras handicapé, mon petit. Si tu penses que la vie est mauvaise, eh ben, la vie sera mauvaise. Alors, Philippe, le livre, 43 ans, c'est quoi l'avenir maintenant? Alors moi, j'en sais un tout petit peu. Tu vas encore vers quelque chose qui quand même réveille des trucs. Tu vas vers la photographie. C'est pas anodin quand même, parce que la Ah, photo, enfin, pour moi, c'est pas vas-y. anodin que tu ailles vers là. Pour moi, la photo, c'est prendre l'instant présent, Mm, aller chercher des émotions, aller chercher des expressions. mm, Euh, on est encore dans la même recherche que ce que tu as visiblement depuis le début, quoi. mm. C'est-à-dire que c'est ce cheminement, quoi. Donc la photo, c'est je l'ai utilisé parce que bizarrement, dans le milieu de l'escalade, j'ai jamais été approché par des Mhm. réalisateurs de films ou pour des vidéos d'escalade. Donc j'ai appris par moi-même la photo, la vidéo. C'est moi, toutes les vidéos que tu peux voir sur Mhm. Internet me concernant d'escalade, c'est moi qui les ai faites, à part les interviews, etc. Donc à un moment donné, vu que j'ai plus de sponsors, alors que je suis au top, hein, c'est c'est encore une fois paradoxal. Je suis le Français le plus médiatisé en termes d'escalade et mes sponsors me virent. Je comprends pas. Mais c'est peut-être un bien pour un mal. Mais j'avais déjà anticipé ça il y a 2 ans. Et du coup, j'ai réussi à avoir Monsieur Pierre Rabhi qui m'a dit tu sais, tu as de la chance de m'avoir en photo parce que je refuse les séances photo comme ça. J'ai eu MC Solar. Là, je parle de personnalités connues parce que c'est ça aussi qui est rigolo c'est que ces personnalités m'ont vu à la télé
et qui viennent vers toi et qui te disent « Ah, c'est toi les grimpeurs » et toi tu « Ah, mais c'est toi que je voyais quand j'étais petit, que j'écoutais Caroline, ou que je voyais tel ou tel artiste. » C'est plaisant et c'est vachement plus facile pour faire la communication. Et hop, là, toi, là, je te prendrai de suite en photo et ça serait excellent, quoi. Et du coup, j'aime bien dévoiler des choses que je vois avec mes petits yeux de loucheur et de proposer quelque chose peut-être de différent. Je n'ai pas inventé la photo, j'ai pas inventé l'art. Il y a 15 jours, j'ai fait une photo avec Shuriken, le groupe IAM. Et le mec, il m'a dit en 2 secondes, tu as du talent. Je fais OK, cool là. Mais je ne le prends pas pour acquis. Je fais une photo, on voit que tu as vraiment du talent et j'espère qu'on va se revoir. Ben, la semaine prochaine, je fais Akhenaton. Si je raconte ça, c'est parce que ça me fait plaisir et que aussi j'ai besoin d'argent pour vivre. Et c'est une façon aussi de, encore une fois, c'est un peu comme pour les handigrimpes, ma façon d'être ici, de rappeler que dans l'imperfection, il y a la perfection, et dans cette imperfection, il y a de la beauté. En tout cas, moi j'ai été très heureux que tu sois la première personne de l'émission de 2021. Belle rencontre. Yes, c'est cool. Et on donne rendez-vous à tous les téléspectateurs de TV07. Puis je vais te laisser le mot de la fin. Écoute, merci de m'avoir invité. J'espère surtout que chacun fera ses devoirs de classe et de ne pas tout croire à ce qu'on dit à la télé. Faites votre chemin, protégez-vous, faites pas n'importe quoi et peace and love. Je range, je claque, je passe. Des claques, je range, je claque, je passe. Des claques, je range, je claque, je passe. Clac, 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 clac. De ce que je peux faire de mes bras, de mes mains, tu seras sans doute toujours étonné. De ce que je fais de mon visage, de mon corps, tu seras jamais effrayé. De ce que je peux faire de mes bras, de mes mains, sans doute tu ne sauras pas le faire. De ce que je peux faire de mes bras et de mes mains, j'en suis fier. Dis-moi ce que tu juges depuis toutes ces années. Puisque t'arrêtes pas de mater, dis-moi ce que tu pourrais inventer. Pour effacer cette jolie face handicapée, je suis ton rempli non lycée imparfait, corrigé de ta personnalité. De cette simplicité, j'ai un titre l'opportunité, la neutralité. Je range, je claque, je passe. Des claques, je range, je claque, je passe. Des claques, je range, je claque, je passe.